Je vais vous parler donc des bandes fleuries, enjeux en santé des cultures et biodiversité. Alors, je ne sais pas s'il est nécessaire de rappeler ce qu'est une infrastructure agroécologique. Une définition générale, c'est un habitat naturel ou semi-naturel, spontané ou créé, géré, de manière assez faible, de manière assez lâche, ce qui fait que c'est un habitat qui est soumis à une dynamique relativement naturelle. Ça peut être des habitats linéaires, herbacés, arborés, des surfaces, comme des prairies, des haies, des bosquets ou des plans d'eau, aussi des murets, hein, c'est très varié. Ce qui est intéressant dans ces habitats, c'est qu'ils sont pérennes. Et en fait, c'est des lieux qui vont servir d'habitat, de refuge, de site pour beaucoup d'organismes, hein, pour toute la biodiversité, pour passer à un moment donné, pour passer à voilà, un stade dans le cycle de développement, pour se protéger d'une perturbation dans la parcelle à côté. C'est aussi des habitats qui fournissent des ressources alimentaires à beaucoup d'organismes et qui sont souvent complémentaires par rapport à ce qu'il peut y avoir dans la parcelle cultivée à côté. Et puis, ces infrastructures agroécologiques, ça peut servir de continuité écologique entre des habitats qui vont être des lieux parfois préférentiels pour certains déplacements. Alors, dans mon exposé, je vais surtout, comme il s'agit de santé des cultures, m'intéresser et parler de l'intérêt de ces habitats vis-à-vis des auxiliaires de culture. Par auxiliaire, ça peut être des prédateurs ou des parasitoïdes de ravageurs. Et puis à la fin, j'élargirai un tout petit peu à la biodiversité de manière un peu plus large en évoquant les oiseaux. Alors, dans mon exposé, je vais plusieurs fois donner quelques éléments sur ce qui est connu en général, des effets des infrastructures agroécologiques sur les auxiliaires, sur la régulation, et puis donner des exemples de travaux de recherche que je mène à Grignon sur des exemples précis, sur des aspects qui avaient été peu étudiés jusqu'à maintenant. Et puis, à la fin, j'aborderai des éléments sur les conditions d'efficacité en me focalisant sur les bandes fleuries. Comment l'efficacité peut interagir et est-ce que ça interagit avec les pratiques à côté ou avec le paysage. Je vais aborder ça également dans mon exposé. Alors, de manière générale, on sait assez bien que les habitats semi-naturels, hein, donc les infrastructures agroécologiques, ça a des effets globalement positifs sur l'activité des auxiliaires. C'est-à-dire que dans une synthèse qui est assez ancienne déjà, on sait que dans 71 à 80% des cas, ces milieux ont des effets positifs sur les auxiliaires, donc les prédateurs ou les parasitoïdes de ravageurs. Parfois, les effets sont neutres, dans 16 à 25% des cas. Bon, ça dépend selon qu'on ait un habitat boisé ou herbacé. Et puis, dans quelques cas, ça va avoir un effet négatif. Et ça a été montré dans une synthèse, dans une méta-analyse, donc dans une synthèse de nombreux articles, de nombreux travaux scientifiques qui ont été réalisés par le passé. Les auteurs ont regardé en proportion de combien ça augmentait ces infrastructures agroécologiques, les quantités d'auxiliaires. Donc, s'il n'y a pas d'effet, c'est zéro. Quand on a un 1, ça veut dire qu'en fait, on a 100% d'auxiliaires en plus. Quand c'est positif, c'est qu'il y a plus d'auxiliaires. Quand c'est négatif, ça veut dire qu'il y en a moins. Et globalement, on a une distribution qui est vers la droite. Donc, en gros, quand on a 2, ça veut dire qu'on a 200% d'auxiliaires en plus. Mais en fait, en moyenne, on a quelque chose qui est dans cette zone grise ici. C'est-à-dire, en moyenne, on a 80% d'auxiliaires en plus quand on a des infrastructures agroécologiques. Parfois, beaucoup plus. Parfois, il n'y a pas d'effet. Puis, dans quelques rares cas, c'est zéro. Donc voilà, on a beaucoup de travaux qui montrent que ces infrastructures agroécologiques, on sait que de manière générale, ça favorise les auxiliaires de culture. En revanche, en termes de régulation, c'était un peu moins étudié et l'effet est moindre. Donc là, je suis toujours dans la synthèse des connaissances existantes. On a cette synthèse qui est sortie il y a 2 ans, enfin très récemment, finalement, de 18 études qui montrent que dans le cas des bandes fleuries, ça augmente de 20% le contrôle biologique. Donc, en gros, le contrôle biologique était mesuré ici de manière différente. Soit il y avait une mesure précise de la prédation ou du parasitisme des ravageurs, soit c'était une dynamique des ravageurs dans le temps, soit c'était des mesures avec des proies sentinelles. Donc, 0,2, ça veut dire qu'en gros, c'est plus 20% de régulation dans le cas des bandes fleuries. Parfois, c'est moins, parfois, c'est plus, mais ça n'a jamais d'effet négatif sur la régulation. Dans le cas des haies, en moyenne, c'est aussi 20% de régulation en plus, mais c'est très variable. Et dans quelques cas, ça peut avoir un effet négatif, dans certains cas. Sur ce graphe-là, ne regardez pas les pointillés, regardez que les courbes en trait plein. Ça, c'est l'effet du contrôle biologique en moyenne, en fonction de la distance à la bande fleurie, pour la courbe rouge. Et en gros, ce que ça montre,
c'est que en fait, donc en moyenne, on a un effet de 20% en plus, mais c'est surtout quand on est à proximité immédiate de la bande fleurie. Et l'effet, en fait, il s'atténue fortement quand on s'éloigne de la bande. Et en fait, on va avoir un effet assez marqué et positif dans les 20 premiers mètres. Et puis, au-delà, en fait, on va avoir un effet qui ne sera pas très différent de rien du tout et qui ne sera pas différent de s'il n'y a pas d'infrastructure agroécologique, qui est la courbe en noir. Donc, en fait, au-delà de 100 mètres, il n'y a pas de différence entre ou avec infrastructure agroécologique ou sans. Donc là, c'est la moyenne et bande fleurie pour ces deux courbes-là. Donc, en gros, on peut avoir des effets jusqu'en moyenne plus 20% de régulation des ravageurs, mais quand même sur les quelques dizaines de premiers mètres à la haie ou à la bande fleurie. Donc ça, c'est des travaux assez généraux, mais en fait, la plupart des travaux qui existent, ils sont souvent focalisés sur les pucerons, surtout les pucerons des céréales ou en maraîchage, et puis beaucoup de travaux aussi sur les chenilles, sur les cultures de choux. Mais finalement, on n'a quand même pas il y a plein de ravageurs qui ont été peu étudiés, il y a eu peu de travaux là-dessus. Et puis finalement, il y a de la variabilité des effets et on ne sait pas très bien dans quelles conditions ça marche, dans quelles conditions ça ne marche pas, comment est-ce qu'on peut optimiser ce contrôle biologique, comment est-ce qu'on peut le fiabiliser et voir l'améliorer. Ça, à part quelques cas d'études précis, on est loin de tout savoir. Donc c'est pour ça que dans mon cas, on travaille sur les ravageurs, pas mal du colza et de la févrole et de la lentille, qui ont été peu étudiés, alors que contrairement aux pucerons qui ont fait l'objet de beaucoup de travaux. Dans le cas des légumineuses, donc on travaille en particulier sur le cas des bruches, qui sont des insectes qui s'attaquent aux graines des févroles et des lentilles, pas que, mais voilà, c'est deux cultures pour lesquelles les bruches sont très problématiques. Quand la culture est attaquée, en fait, la bruche adulte pond sur les gousses. Un œuf va rentrer dans la gousse, puis dans la graine, consomme la graine de l'intérieur. Et quand un nouvel adulte sort, ça laisse une graine perforée comme ça. Donc, en fait, ce qui rend les graines impropres à la consommation humaine, pour les févroles ou pour les lentilles. Mais ces bruches peuvent être parasitées par des micro-guêpes qui vont se développer à l'intérieur de la graine, aux dépens de la bruche à l'intérieur de la graine. Et quand on a une micro-guêpe, quand la bruche a été parasitée par une micro-guêpe, alors parfois on parle de micro-hyménoptères, c'est synonyme, donc c'est des micro-guêpes qui vont parasiter la bruche à l'intérieur de la graine, donc en fait on les appelle des parasitoïdes, ce qui fait que des fois, souvent on parle de micro-hyménoptères parasitoïdes ou micro-guêpes parasitoïdes. Ces guêpes, en fait, quand elles sortent de la graine de févrole, elles laissent un trou beaucoup plus petit. Donc en fait, en regardant la taille des trous, on sait s'il y avait ou pas du parasitisme. Quand il y a un petit trou, la graine est aussi impropre à la consommation humaine, mais en fait, plus on a de graines parasitées, plus ça réduit le stock ou la quantité de bruches pour les années suivantes. Donc en fait, sur le long terme, ce parasitisme il va être intéressant pour la maîtrise des populations de bruches, pour les populations suivantes dans le paysage. Et donc, il y a plusieurs années, on avait testé sur une parcelle expérimentale à Grignon, on avait comparé plusieurs bandes fleuries. Donc, c'était des petites bandes, c'était sur une parcelle où on comparait, soit on observait ce qui se passait à proximité de bandes fleuries, soit à proximité d'absence de bandes fleuries, c'est ce qu'on appelle le témoin. Et en fait, à la place de semer des bandes fleuries, on semait la culture. Donc, en fait, c'est l'absence de bandes fleuries. Et c'est des bandes fleuries pérennes qui étaient restées en place pendant plusieurs années sur la parcelle expérimentale. Et puis, on comparait avec des parcelles un peu plus éloignées, loin de toute bande fleurie ou de tout bosquet. Et ce qu'on a mesuré, c'est le taux de parasitisme des bruches. Donc, en fait, c'est la proportion de petits trous par rapport au total de graines qui ont été attaquées par des bruches. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'en face des bandes fleuries, on a un pourcentage, ou on a un taux de parasitisme autour de 45-50%. Donc, en fait, 0,4, c'est en fait 40%. Donc là, en fait, on a à peu près entre 40 et 50% des bruches qui sont parasitées par des micro-guêpes. Donc, c'est pas rien qu'on soit à 5 mètres ou à 20 mètres des bandes fleuries. Donc là, dans le cas de l'expérimentation, on ne pouvait pas aller à plus loin de 20 mètres des bandes, parce que c'était une parcelle expérimentale. Donc, quand on s'éloignait trop, on se rapprochait d'autres bandes fleuries. Quand on est sur la parcelle expérimentale, qu'on n'est pas à proximité d'une bande fleurie, on voit qu'on a un taux de parasitisme qui est un peu plus faible, et encore plus faible, à peu près moitié plus faible par rapport aux bandes fleuries, quand on est sur les parcelles témoins encore plus éloignées de cette parcelle expérimentale. Dans tous les cas, il n'y avait aucun insecticide. Donc là, ça montre que les bandes fleuries augmentent, permettent de doubler presque le taux de parasitisme des bruches par ces micro-guêpes parasitoïdes. Donc, on comparait plusieurs bandes fleuries et on voit qu'en fait, il y a quand même une variabilité importante du taux de parasitisme. Et en fait, on comparait des bandes qui étaient contrastées, qui avaient des compositions en espèces très différentes. En particulier, il y avait des bandes qui offraient plus ou moins
de ressources alimentaires aux microguêpes. Donc, ces microguêpes parasitoïdes, comme beaucoup d'auxiliaires, ce qui leur permet de vivre longtemps, c'est le nectar. C'est une ressource alimentaire sucrée qui leur permet de survivre longtemps, de disperser longtemps, de disperser éventuellement loin dans la parcelle, de pondre beaucoup d'œufs. Et donc, voilà, plus elles vont vivre longtemps, plus elles vont disperser, plus elles vont pondre d'œufs, plus elles pourront parasiter des bruches. Donc, on s'attend à ce que le nectar soit une ressource alimentaire importante. Et en fait, les bruches, les parasitoïdes, je veux dire, ne sont pas capables de s'alimenter sur n'importe quelle fleur. Donc, on avait aussi réfléchi un peu le choix des plantes pour nourrir ces parasitoïdes. Et donc, ce taux de parasitisme, maintenant, on va le comparer en fonction du pourcentage de plantes dans la bande fleurie qui sont en fleurs au moment où volent les microguêpes parasitoïdes, qui fournissent du nectar, et dont la forme de la fleur fait que le parasitoïde peut aller se nourrir sur la fleur. Donc, en fait, ce qu'on observe, c'est que dans la bande fleurie, plus on a une proportion, plus on a le sol est couvert par des plantes qui fournissent du nectar, qui sont en fleurs au bon moment, et dont la forme de la fleur fait que la microguêpe peut se nourrir dessus, parce que ce n'est pas systématique, plus on a des plantes intéressantes pour les microguêpes parasitoïdes, plus en moyenne on a un taux de parasitisme élevé. Donc en fait, ça montre que voilà, en ajustant la composition botanique des bandes fleuries, ça peut expliquer le fait que ces bandes fleuries aient plus ou moins d'effet. Et en fait, ça, on l'a vu sur plein d'insectes. Là, j'ai détaillé l'exemple des bruches. Mais en fait, par exemple, dans le cas des altises du colza, en moyenne, on a un taux de parasitisme qui est beaucoup plus faible, entre 0 et 20%. Mais en tendance, on voit que, et statistiquement, c'est significatif, que quand on a plein de plantes en fleurs, au bon moment et qui peuvent nourrir les microguêpes qui vont parasiter les altises du colza, ça va aussi augmenter un peu le taux de parasitisme de ces ravageurs du colza, qu'on a en photo ici. Donc, ce qui est aussi important et que je veux le souligner, c'est que ces microguêpes qui parasitent les altises du colza, c'est en fait ces microguêpes, elles volent en février-mars, ce qui veut dire qu'elles sont très, très dépendantes des plantes en fleurs en tout début, en sortie d'hiver. Ça peut être les véroniques, qu'on peut trouver des fois dans les parcelles ou sur les bords de champs. Ça peut être les pissenlits. Le peu de plantes sauvages qui existent vont nourrir ces microguêpes-là. Dans notre cas, on a des barbarées en fleurs dans nos bandes fleuries. Donc, ce n'est pas du colza, c'est des crucifères jaunes, mais qui vont aussi attirer beaucoup de microguêpes qui parasitent les ravageurs du colza. Les altises, comme les charançons, comme les méligètes. Donc ça, c'est en parcelle expérimentale. On voit qu'en gros, voilà, la variabilité, plus il y a de plantes intéressantes qui vont nourrir ces microguêpes, plus on a un taux de parasitisme, c'est-à-dire une régulation importante. Donc ça, c'est en parcelle expérimentale. Et puis maintenant, on expérimente aussi cela dans un réseau de parcelles d'agriculteurs dans l'Essonne, les Yvelines et l'Eure-et-Loir, où on va chez des agriculteurs avec des pratiques contrastées, où on a semé des bandes fleuries qui étaient justement réfléchies pour offrir des ressources aux auxiliaires un peu toute l'année. Donc, c'est des bandes fleuries qui sont pérennes et on mesure la régulation de différents ravageurs dans ces parcelles-là. Donc ça s'inscrit dans le cadre de la thèse de Lola Serret. Et donc, on regarde toujours le taux de parasitisme de différents ravageurs. Donc, c'est des ravageurs qui sont parasités par des microguêpes, comme on voit ici en photo, par exemple, autour de cette barbarée. Donc, sur les altises, comme j'en parlais, mais aussi sur les méligètes. Et donc, on a comparé des parcelles avec et sans bande fleurie. Sauf qu'il se trouve que on peut pas, enfin voilà, il y a un peu des confusions d'effets dans notre dispositif. Il se trouve que les parcelles avec bande fleurie sont souvent sans insecticides, notamment chez des agriculteurs biologiques qui font du colza. Et souvent, quand on n'a pas de bande fleurie, il y a des insecticides. Donc en fait, on compare avec et sans bande, mais on a aussi un effet de traitement. On n'est pas complètement capable de distinguer les deux. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que quand on combine bande fleurie et pas d'insecticide, ici, par exemple, dans le cas des méligètes, on voit qu'on a tendance à avoir un taux de parasitisme un peu plus élevé, donc c'est les barres en orange, que quand il n'y a pas de bande fleurie. C'est les bandes en gris. Mais néanmoins, on a une variabilité importante, ce qui fait que le petit surplus de taux de parasitisme avec bande fleurie, voilà, il y a quand même un fort recoupement quand il n'y a pas de bande fleurie, ce qui fait que statistiquement, ce n'est pas évident de voir des différences. Pour les altises, c'est pareil, on a l'impression que le taux de parasitisme est un peu plus important quand il y a une bande fleurie et pas d'insecticide, par rapport à des pratiques sans bande fleurie et avec insecticide. Mais voilà, il y a une variabilité importante qui ne nous permet pas complètement de conclure en parcelle d'agriculteurs sur les effets de ces bandes fleuries. Et quand on compare les effets distance, globalement, 5 mètres et 30 mètres, il n'y a pas trop de différence, ce qui fait que voilà, quand il y a des bandes fleuries, c'est quand même efficace encore à 30 mètres par rapport à 5 mètres. Mais là aussi, je pense qu'on n'a pas beaucoup d'années de données et on a besoin, c'est des travaux qui sont en cours et on n'a peut-être pas encore assez de recul pour savoir.
On a 2 ans de données, mais il y a quand même tellement de variabilité entre parcelles que ce n'est pas évident de comparer. Donc, pour résumer sur cet aspect, ce qu'on montre en fait, c'est que la composition des plantes nous semble vraiment importante dans les bandes fleuries. Donc, comme je l'expliquais, hein, là, on a une coupe transversale d'une fleur. Les fleurs font du nectar, mais en fait, l'insecte ne peut pas forcément aller chercher le nectar dans la fleur. Parfois, le nectar, il est trop profond. L'insecte, sa tête, elle peut être gênée par la corolle, c'est-à-dire par la fleur. Et des fois, la tête ne peut pas rentrer assez loin pour aller chercher le nectar. Donc, en fait, la forme de la fleur est importante. Si dans des bandes fleuries, on a par exemple que des légumineuses, comme voilà, du trèfle ou de la facélie, souvent les insectes ne peuvent pas aller chercher le nectar à l'intérieur. Alors que par exemple, si on a du pissenlit, eh ben, les microguêpes qui parasitent les ravageurs, ils peuvent facilement aller chercher le nectar. Ou là, c'est une marguerite, donc ce n'est pas une pâquerette, hein, c'est une marguerite, les insectes peuvent aller chercher le nectar. Donc en fait, c'est important de bien réfléchir à la composition botanique des bandes fleuries, avec des plantes qui fleurissent un peu toute l'année. Certaines microguêpes qui parasitent les ravageurs du colza, voilà, volent dès février. Donc c'est important d'avoir des fleurs en février, puis en fait toute l'année. Mais aussi une diversité de formes de fleurs qui vont un peu nourrir tous les types d'insectes. Si on n'a que des légumineuses ou que de la facélie, en général, on va avoir tendance à ne favoriser que des insectes qui ont des langues assez longues pour aller chercher le nectar profond dans les fleurs. Et en fait, souvent, c'est les bourdons et les abeilles domestiques. Donc certes, les pollinisateurs sont intéressants, mais en fait, ce ne sera pas intéressant pour les prédateurs ou les microguêpes qui parasitent les ravageurs dans les grandes cultures. Tout ça pour dire que c'est important de bien penser, quand on sème des bandes fleuries, de penser la composition botanique des bandes fleuries pour prendre en compte ce service qu'elles rendent en termes de régulation des ravageurs. Et puis, juste en termes de gestion, hein, dans les cas de nos travaux, en général, on a une gestion qui est minimaliste, c'est-à-dire une fauche en fin d'automne ou pendant l'hiver, mais pas de fauche en cours de saison pour avoir laissé les floraisons s'exprimer toute l'année. Mais ça, il y a plein de raisons, il y a plein de critères à prendre en compte. Alors, voilà, là, j'ai un peu expliqué pourquoi c'était important d'avoir une diversité de plantes et pour comment le choix des plantes pouvait être important et comment la composition botanique des bandes fleuries explique la variabilité des effets qu'elles peuvent avoir. Donc, à chaque fois, on travaille sur des bandes fleuries qui sont pérennes parce que plus l'habitat est pérenne, plus il sera intéressant pour favoriser de la biodiversité sur le long terme par rapport à des bandes fleuries, par exemple, qui seraient ressemées régulièrement, comme certaines des fois qui le sont tous les ans. Dans nos travaux, on a aussi exploré la pérennité des bandes fleuries, combien de temps ça dure, en fonction de ce qu'on y met. Alors, dans une expérimentation qu'on avait faite à Grignon, entre 2013 et 2017, on avait comparé plusieurs mélanges. Et ces mélanges, ils comprenaient un nombre plus ou moins important d'espèces. Il y avait des mélanges à peu d'espèces, des mélanges qui comptaient beaucoup d'espèces, 29 espèces. Et puis, ces mélanges, on les caractérisait en termes de diversité fonctionnelle. La diversité fonctionnelle, c'est la diversité des périodes de floraison, la diversité des hauteurs de plantes, c'est la diversité des couleurs de fleurs, c'est la diversité des formes de fleurs, c'est la diversité des ressources fournies. Certaines plantes font beaucoup de nectar, certaines font beaucoup de pollen. Enfin, voilà, les fleurs offrent différents types de ressources. Et voilà, la diversité fonctionnelle, pour nous, c'est un critère intéressant qui va dire est-ce que la bande est susceptible d'attirer une diversité d'insectes. Et l'évolution de la diversité dans ces 8 mélanges, elle est représentée ici. Comme ça, ce n'est pas très visible. Mais en fait, ce qui est intéressant et ce qu'on observe, c'est que quand on sème peu d'espèces dans le mélange au départ, en gros, on a une diversité fonctionnelle qui va diminuer très, très vite. C'est normal que la diversité diminue au cours du temps parce que certaines espèces qu'on sème ne sont pas très bien adaptées. Certaines espèces ont une faible durée de vie et ne vont pas se maintenir dans le mélange. Certaines espèces vont prendre le dessus et étouffer les autres. Mais quand on en sème peu, en gros, très rapidement, à la fin, en fait, il y en a une ou deux qui prennent le dessus sur toutes les autres et très vite, on a un mélange qui s'appauvrit très fortement. Et à l'inverse, les mélanges très diversifiés, ici, là, voilà le mélange qu'on avait qui était à 29 espèces, c'est celui qui est resté le plus stable au cours du temps. Donc là aussi, on a perdu quelques plantes, mais finalement, il y avait de la redondance entre plantes. Et plus on en met au départ, s'il y en a une qui disparaît, il y en a d'autres qui vont assurer, par exemple, les floraisons très tôt en saison. Et plus on mettait d'espèces au départ, dans cette expérimentation-là, plus on avait un mélange qui était stable. Et en particulier, on ne mettait pas trop de graminées dans tous ces mélanges-là. Mais voilà, plus on mettait d'espèces en général, et en fait, plus on avait un mélange qui restait diversifié, ici sur une durée de 5 ans. C'est pour ça que maintenant, les mélanges qu'on expérimente chez les agriculteurs, on était jusqu'à mettre 42 espèces. Alors effectivement, il y a plein de raisons, souvent, dans le commerce, qu'on trouve des mélanges faiblement diversifiés, c'est que souvent, il y a une optimisation pour mettre les espèces les moins chères. Et c'est vrai que plus on met d'espèces, plus on a de chances de mettre des espèces qui coûtent cher, ce qui fait que, voilà, on a des mélanges dans notre cas, qui coûtent assez cher, mais voilà, on est dans l'expérimentation, donc on ne s'est pas mis ces limites-là.
Mais je pense que voilà, il y a vraiment besoin de réfléchir à construire des mélanges plus diversifiés pour que ce soit des mélanges qui se maintiennent diversifiés sur le long terme. Donc voilà quelques éléments qui permettent voilà, de comprendre les conditions un peu d'efficacité et de pérennité des bandes fleuries. Et puis, dans le dernier tiers de mon exposé, je voulais donner des éléments sur voilà, les conditions d'efficacité en fonction des conditions du paysage et des pratiques adjacentes dans la parcelle que j'ai peu abordées. Alors, de manière générale, si je reviens dans un état général des connaissances, dans la littérature scientifique, donc les bandes fleuries ont été quand même pas mal étudiées pour les pollinisateurs. Et ce qui a été montré, surtout pour les pollinisateurs, et ça n'a pas été étudié pour les auxiliaires, c'est que l'effet des bandes fleuries, leur effet sur les quantités et la diversité des pollinisateurs, ça s'accroît avec leur âge. Plus les bandes sont vieilles, plus elles sont intéressantes. En général, je dis bien en général, hein, pour les auxiliaires, on n'a pas vraiment de connaissances sur quelle est la... Enfin, on ne sait pas si vraiment il y a une surface minimale qui est importante. On ne sait pas finalement quelle est la relation entre la surface de la bande fleurie et son impact. Et moi, j'ai envie de dire, finalement, comme on ne sait pas trop actuellement, et vu que les auxiliaires dispersent peu, ou pas tant que ça, toujours, hein, dans la culture, ce qui est le plus important, finalement, c'est d'avoir une surface de contact importante. Finalement, à surface égale, vaut mieux des linéaires importants pour avoir une surface de contact importante avec la culture. Et ce qui a été montré, en termes de paysage, c'est que souvent, ces bandes fleuries, et j'ai même envie de dire, hein, des fois les petites MAE ou les petites surfaces en MAE, ont un effet d'autant plus fort qu'on est dans des paysages simplifiés, dans des paysages en gros soit simplifiés, soit quand même avec quelques bosquets. Mais finalement, c'est là, voilà, elles auront l'effet le plus fort, là où on a un effet de contraste le plus fort avec le paysage environnant. Si on a déjà beaucoup de prairies, des haies, des bosquets, des bois, finalement, la bande fleurie aura une plus-value finalement assez faible. Donc ça, c'est ce qui a été montré en termes de, voilà, de ampleur d'effet de la bande fleurie en fonction du paysage environnant. Et actuellement, dans nos travaux et dans le cadre de la thèse de Lola Soré, on explore aussi les effets de ces bandes fleuries sur les auxiliaires en fonction des pratiques dans la parcelle à côté, et donc dans un réseau de parcelles d'agriculteurs. Donc, comme je le disais tout à l'heure, avec une trentaine d'agriculteurs dans l'Essonne, les Yvelines et l'Eure-et-Loire, des agriculteurs qui sont en conventionnel, en agriculture biologique, en agriculture de conservation. Voilà, on a une diversité de systèmes de culture. On regarde les effets de bandes fleuries sur plein de taxons. Là, je présente les exemples hein, sur les carabes, sur les araignées. Et on compare des parcelles avec bandes fleuries ou sans bandes fleuries. Alors là, c'est les effets juste sur les 2 premières années. Non, ça, c'est les effets au bout de 2 ans. De 2 ans seulement, on a plus de... Enfin, voilà, c'était en 2020. Et voilà, pour les années qui suivent, voilà, c'est des travaux qui sont en cours. Et donc, on est, on va dire, vraiment encore à assez court terme. Mais finalement, on ne voit pas trop d'impact hein, des bandes fleuries quand on compare des parcelles avec bandes fleuries en rouge ou sans bandes fleuries en bleu. Donc, à chaque fois, on regarde à 5 mètres et à 30 mètres dans différents systèmes de culture. Par exemple, dans le cas des carabes, hein, qui sont souvent beaucoup étudiés, parce qu'ils sont très nombreux, c'est des grands prédateurs hein, dans les parcelles. Finalement, à court terme ou à moyen terme, on ne voit pas trop d'impact des bandes fleuries. Alors, on voit juste que quand même, on a une tendance en agriculture biologique à avoir un peu plus de carabes qu'en conventionnel, mais c'est plutôt des tendances. Et puis, quand il y a une bande fleurie, hein, ici en bleu, peut-être qu'en moyenne, il y a un peu plus de carabes, mais il y a une telle variabilité que ce n'est pas évident de conclure. Et c'est à peu près pareil pour les araignées, où en gros, en conventionnel, on a un petit peu moins d'araignées qu'en agriculture biologique ou conventionnelle, mais il n'y a pas vraiment d'effet marqué sur les quantités d'araignées. Après, il n'y a pas que les quantités. Parce que, voilà, par exemple, dans le cas des carabes, on va bien voir que voilà, on n'a pas les mêmes compositions de communautés. Hein. En agriculture biologique, on a beaucoup de prédateurs. En agriculture de conservation, on a beaucoup de granivores. Il me semble que voilà, dans le cas des araignées, on a quand même des changements de composition d'araignées. Ce n'est pas forcément les mêmes espèces ou les mêmes familles qu'on a selon les bandes et les systèmes de culture. Mais voilà, de manière globale, ce n'est pas évident de voir des effets à court terme. Par contre, dans le cas des oiseaux, au bout de 2 ans, on voyait des effets assez marqués. Donc c'est là que j'élargis un petit peu, hein. Je ne parle plus trop des auxiliaires, mais de la biodiversité un peu en général. Les oiseaux étaient aussi comparés dans des parcelles avec bandes fleuries et sans bandes fleuries, dans un même contexte, chez chaque agriculteur. Et finalement, alors en bio et en agriculture de conservation, qu'il y ait une bande ou pas de bande, en gros, on a à peu près les mêmes quantités d'oiseaux. Par contre, en conventionnel, en fait, là, on a un décrochage et on a plus d'oiseaux chez les conventionnels. Comme si la bande fleurie avait l'effet le plus important dans les parcelles qui étaient en agriculture conventionnelle. Donc tout ça, c'est des travaux qui sont en cours, qu'on poursuit pour voilà, mieux comprendre les effets conjugués des bandes fleuries et des systèmes de culture sur la biodiversité en général dans ces parcelles que l'on étudie et sur la régulation des ravageurs. Pour conclure,
On sait, d'après la littérature, c'était bien montré, hein, que les bandes fleuries, elles ont une contribution à la régulation des ravageurs, mais c'est une contribution qui est modeste, et on ne peut pas compter que sur cette contribution pour gérer les ravageurs. Il y a besoin de mettre en place plein d'autres leviers agronomiques en complément. On a besoin voilà, aussi d'améliorer la fiabilité des effets de ces bandes fleuries. Et donc, ce qu'on est en train de faire, nous, dans nos travaux, hein, c'est de comprendre pourquoi des fois les bandes fleuries sont plus ou moins efficaces. Dans notre cas, par exemple, essayer d'améliorer leur composition pour mieux raisonner, par exemple, le choix des espèces. Hein, parce que ce qu'on montre, hein, c'est qu'il y a un effet positif des plantes qui fleurissent, qui apportent du nectar, dont la forme de la fleur fait que le nectar il est accessible. Et on voit que ça a des effets hein, sur les auxiliaires dans les bandes fleuries et sur la régulation qu'ils apportent. Après, je pense que voilà, pour valoriser ces bandes fleuries, il ne faut pas se focaliser que sur leur intérêt en termes d'auxiliaires et de régulation. Pour moi, c'est aussi important de valoriser tous les autres services qu'apportent ces bandes fleuries pour la biodiversité en général, pour la pollinisation, pour la qualité de vie, pour le côté esthétique des parcelles. C'est important de semer beaucoup d'espèces dans les bandes fleuries. Dans notre cas, voilà, plus on met d'espèces, et plus on a des mélanges qui vont être stables. Et en particulier, on met très très peu de graminées. C'est certes, voilà, quand on met des graminées, ça coûte pas cher, mais en général, quand on met des graminées au départ, très vite, les graminées ont tendance à prendre le dessus. Donc, je pense que c'est important voilà, de faire progresser la composition des mélanges. Je n'ai pas trop parlé de la gestion des bandes fleuries. Hein. Là, je me suis surtout focalisé sur la composition des bandes fleuries. Mais en termes de gestion, je ne sais pas, j'ai pas forcément, on n'a pas trop de recommandations en termes de fauche, par exemple. Mais voilà, dans tous nos travaux et de notre expérience, hein, la phase la plus cruciale, c'est l'implantation, puisque en fait, tout ce dont je vous ai parlé, c'est des bandes qui sont pérennes. Et donc, quand on sème des bandes pérennes, les plantes pérennes sont très très longues à s'implanter. Et pendant la première année, en fait, elles sont très vite dominées par des adventices. Et donc, c'est vraiment important de bien soigner l'implantation, surtout s'il y a un stock semencier en adventice important. C'est vraiment la phase la plus cruciale. Et puis, en termes de résultats hein, sur nos travaux, ce qu'on observe, c'est que finalement, on a l'impression qu'il y a une sorte de complémentarité entre les bandes et les systèmes de culture, notamment dans le cas des oiseaux. Ce n'est pas parce qu'on a des pratiques conventionnelles que la bande fleurie n'aura pas d'intérêt. Finalement, on a l'impression que les bandes fleuries sont enfin, voilà, elles vont avoir la plus-value la plus importante. On voit des effets dans le cas des oiseaux immédiats dans les parcelles en conventionnel. Finalement, c'est peut-être parce que là aussi que c'est là que la biodiversité est la plus faible. Et la littérature montre aussi que c'est là où l'effet de contraste est le plus fort par rapport au paysage environnant. Ce qui suggère que finalement, dans des paysages très ouverts, et même si voilà, on a des pratiques qui ont encore recours à des produits phyto, finalement, les bandes fleuries, elles ont quand même leur intérêt dans ce type de système. Donc voilà, je pense que ce n'est pas un frein pour implanter ce type d'infrastructure agroécologique.